Alors, le fruité noir, j'ai mis huile d'olive maturée. Et il y a un autre terme, c'est goût à l'ancienne. Donc là, il y a les trois. Donc, on va commencer par ça pour savoir qu'est-ce que c'est que la différence entre ces trois-là. Donc, c'est pas vraiment des synonymes. Le fruité noir, c'est le nom du. Comme c'était vert. Et fruité mûr, c'est le nom du type de produit avec une caractéristique. Voilà, c'est une description, en fait. Le terme décrit le goût. Bon. Maturé, c'est donc le terme qu'on utilise pour afficher sur l'étiquette, en particulier pour les congélations, puisque c'est un terme, qui permet de dire qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est la description d'un processus. Et goût à l'ancienne, en fait, ça regroupe aussi les autres produits, comme par exemple l'huile corse qui est produite avec la récolte à l'ancienne. Donc ça, c'est parmi les produits français. Et puis après, il y en a d'autres qu'on n'arrive pas trop à cerner dans d'autres pays, comme par exemple au Maroc, en Égypte, en Algérie, où ils ont des procédés qui donnent des huiles qui peut-être ne vous plairaient pas, mais que moi je trouve assez intéressantes en termes de typicité. Donc c'est là que je peux faire aussi la transition avec le professeur Fournier, là, par rapport à tout ce qui a été dit et qui était très intéressant sur les signes de qualité. Alors, le goût à l'ancienne, ça pourrait être un signe de qualité. Bon, on reviendra en détail peut-être dessus. Mais donc pour ces produits qui ont une certaine typicité qu'on ne connaît pas, en fait, c'est quand même des goûts à l'ancienne qui pourraient être reconnus s'ils se donnaient du mal pour mettre en évidence leur processus et l'identité de leur processus. Bon, ok. Alors, le fruité noir, parce que bon, pour ce qui est des volumes corses, il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas en parler. C'est très aléatoire parce que la surface corse diminue pour faire des récoltes à l'ancienne. Donc, parlons surtout du fruité noir, de notre goût à l'ancienne en Provence. Et donc, ces courbes-là sont établies à partir des lots qui sont présentés essentiellement dans le concours général agricole et le concours PACA, en termes de nombre de lots pour la courbe bleue et en termes de volume produit pour la courbe rouge. Donc, ce qu'on voit, on voit deux choses, c'est que ça a une tendance à monter. Alors, là, il y a un peu des accidents. On va dire, c'est dans la période qui a suivi 2014-2015. Je reviendrai après quand je ferai l'historique. Mais sur les 5-6 dernières années, là, on voit quand même qu'il y a une tendance à la hausse. Il y a donc la deuxième chose à voir, c'est qu'il y a la proportion donc, par rapport à la production globale française, elle est quand même moins importante en termes de volume qu'en termes de lot, qu'en termes de nombre de lots, parce que les lots sont plus petits. Les lots sont plus petits en fruits noirs parce que c'est une des consignes qu'on donne aux producteurs pour éviter d'avoir des problèmes divers. Hein. On reviendra un peu sur les différents problèmes qu'on peut avoir. Mais donc, c'est plus sécurisé aussi en termes de qualité d'avoir des lots plus petits. Bon, comme c'est un produit quand même un peu plus à risque, il vaut mieux faire des lots moins gros. Alors, d'un point de vue historique, on peut commencer par montrer cet extrait de texte du 1783, qui est donc qui se trouve dans le traité de l'Olivier de l'abbé Couture. Et donc, il dit comment il faut faire pour faire de la bonne huile. Dans les Bouches-du-Rhône, il était de Saint-Chamond. Donc, commencer à faire la cueillette au début novembre et les laisser chauffer dans les greniers 4 à 5 jours avant de les triturer. Bon, grosso modo, il dit que ben, c'est comme ça, en faisant du fruité noir, qu'on fait de la bonne huile. Voilà, alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas besoin de terme fruité noir, puisque de toute façon, il n'y avait que ce genre d'huile-là. Le fruité vert, le fruité mûr, tout ça n'existait pas, puisqu'il ne pouvait pas vraiment en faire. Alors, je reviendrai encore un peu dessus tout à l'heure dans l'historique. Donc ça, c'était juste pour dire que bon, on fait quand même quelque chose qui a un certain ancrage dans la tradition. Hein, on peut justifier quand même un peu plus de 200 ans de ce type de produit-là, hein, puisque donc on voit que c'était comme ça qu'on faisait la bonne huile avant. Alors, qu'est-ce que c'est qui pousse un peu le fruité noir dans les producteurs à en faire et les consommateurs à en acheter? Bon, ben, je pense que tous ceux qui ont fait des présentations au public, auprès d'un public pas nécessairement connaisseur dans les différents salons, dégustations, etc., ont constaté qu'avec le fruité noir, on avait quand même un certain succès. Et ça s'explique d'une façon, à mon avis, très simple, c'est que quand on décrit l'huile en général comme ça, hein, quand on parle de l'huile d'olive, on dit que c'est un vrai jus de fruits qui a le goût du fruit. Bon, c'est bien. Ça marche qu'avec le fruité noir.
Parce qu'avec le fruité vert, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le goût de l'olive verte tel qu'on la trouve dans le fruité vert. Donc, dans le fruité noir, ce qu'on retrouve, c'est le goût de l'olive noire. Et ça, les gens le connaissent, et c'est pour ça qu'ils font la relation avec l'huile qu'ils ont, et que donc ils sont contents d'avoir une huile. Enfin bon, il y a toute une logique qui est très simple, qui est que l'huile d'olive, qui est donc rovaniquée fruité noir, ou goût à l'ancienne, elle a le goût de l'olive qu'on connaît et qu'on mange. Après, pour revenir un peu sur le texte ancien, et aussi tous les livres de cuisine historiques, hein, la cuisine provençale traditionnelle, en fait, l'huile d'olive qui est utilisée dedans, si ça a été fait avant 1950, c'est du fruité noir. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas du fruité vert ni du fruité mûr. Donc, alors en Provence, évidemment, après pour les autres régions, je ne connais pas spécialement. Après, il y a un avantage qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas de concurrence avec ce produit sur sur les marchés en face des étrangers, parce que bon, c'est un produit que les autres pays européens ont renié. Bon, il n'y a pas eu de soutien comme on a pu le faire en France depuis le début. En fait, le début, c'est la scission à un moment donné entre les goûts standards d'un côté, fruité vert et fruité mûr, et de l'autre côté, le fruité noir. Et donc, les autres pays n'ont pas soutenu ce maintien de ce goût particulier des huiles produites avec une étape de fermentation. Alors après, il y a un détail que je marque, c'est pas que ça se conserve mieux, mais c'est surtout qu'il ne faut pas croire que le fruité noir se conserve moins bien. C'est quand même un produit qui a potentiellement un peu moins d'eau, puisque la fermentation permet de faire une trituration plus efficace. Donc ça, c'est un petit détail. Et puis on a vu aussi qu'en termes de goût, en fait, les caractéristiques du fruité noir se conservaient mieux que les caractéristiques du fruité vert. Alors, j'ai bien dit les caractéristiques organoleptiques, parce que, en fait, c'est des arômes qui sont plus solides, en fait, vis-à-vis du vieillissement. Les arômes spécifiques qui font la spécificité du fruité vert, en fait, ils sont assez fragiles, ils disparaissent. Et donc, à âge égal, ben, en fait, il y a moins de différence sur un fruité noir que sur le fruité vert, par rapport à l'huile très fraîche. Voilà. Bon, et après, voilà, c'est le dernier point qui est un peu plus embêtant, c'est les difficultés réglementaires. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas au courant par rapport au nouveau règlement qui est alors, ben oui, ah ouais, c'est le 2104-2022. Donc, scannez le code si vous voulez y accéder directement, comme ça fera de la lecture. Donc, vous avez le QR code là-bas. Hein. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le règlement par cœur. Donc, ce règlement, c'est celui qui définit toutes les caractéristiques de l'huile d'olive. Donc, vous avez intérêt quand même à au moins l'avoir vu une fois pour savoir un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques chimiques, il y a deux volets. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les caractéristiques chimiques, mais donc il y en a un qui est des caractéristiques de qualité. Alors après, il y a les caractéristiques de pureté, dont je ne vais pas parler parce que là, déjà, c'est beaucoup plus long. Il y a de nombreux noms de produits totalement compliqués et incompréhensibles pour nous. Donc, uniquement sur les caractéristiques de qualité, donc, vous avez tout ça, acidité, indice de peroxyde, K232, K270, 268. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude, mais au même niveau, hein, c'est-à-dire que exactement au même niveau d'exigence, on a les caractéristiques organoleptiques. C'est-à-dire que si vous avez une huile qui a un défaut organoleptique supérieur à 3,5, en fait, elle est déclassée en huile d'olive lampante. Et aussi, pareil, si on a un fruité qui est de 0, l'huile est déclassée en huile d'olive lampante. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le fruité noir, c'est fruité. Eh bien non, parce qu'en fait, le fruité, tel qu'il est défini dans ce règlement, c'est l'ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l'huile provenant de fruits sains et frais. Et tout le problème, il est là, c'est-à-dire c'est les produits, les arômes produits par des fruits sains et frais. Et comme quand on fait fermenter, ben, les fruits sont plus considérés comme sains et frais, ce qu'on appelle, nous, fruité dans le fruité noir, en fait, ce n'est pas du fruité d'olive. C'est embêtant parce que les consommateurs, eux, ils sont persuadés du contraire. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que quand on a donc un fruité noir
Donc, hein, fruits sains et frais, notez bien. C'est important parce que, bon, ben voilà, quand on suit le texte, on ne peut pas, en fait, c'est pour ça que j'insiste, chercher à contourner, à dire que un bon fruité noir aussi devrait rentrer. Non, il faut bien admettre qu'on est quand même dans une grosse difficulté réglementaire, puisqu'on a un produit qui a des grosses probabilités de passer en lampante. Alors, on va voir un peu en termes d'intensité au niveau de la dégustation, qu'est-ce qui se passe. La fermentation, c'est le chaumet. Donc, le chaumet, en dégustation, on va dire en configuration réglementaire, ça se note de 0 à 10. Donc là, vous avez des graduations qui sont pour illustrer, parce qu'après, je vais mettre d'autres trucs dessous. Donc, les limites. Donc, en dessous 0, vous avez, bon, autant mettre directement les catégories. Voilà, vous avez donc, si on veut faire un bon fruité noir, donc que ce soit dans une AOP ou pas AOP, donc ça, on ne va pas entrer dans ce détail-là. Quand on a donc un niveau de chaumet qui est faire un bon fruité noir en dessous de 2,5, en fait, c'est pas un bon fruité noir. C'est un fruité noir qui, par exemple, peut être déclassé dans une dégustation d'agrément, qui, bien sûr, n'aura pas de médaille, qui ne sera pas forcément apprécié par les consommateurs et qui va conserver des arômes, justement, de fruits sains et frais. Et ça, c'est embêtant pour un fruité noir. Le fruité noir, avec une bonne fermentation convenable, il faut qu'il y ait quand même un chaumet qui soit au minimum de 3 et qui peut aller peut-être un peu au-dessus. Hein. Bon. C'est embêtant parce que quand on s'approche de ces niveaux élevés, bien qu'on ait de la part des professionnels, des consommateurs, des dégustateurs en AOP, quelque chose de très bon, eh bien, en fait, on risque fortement de passer à l'huile d'olive lampante. Alors, donc c'est là qu'il y a quand même une petite difficulté sur laquelle donc, on travaille évidemment, parce que c'est réglementaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'en tenir à des petits lots pour ne pas se trouver dans cette situation où on aurait un produit qui serait déclassé en lampant alors qu'il en reste à vendre. Voilà, donc c'est la configuration actuelle de ce produit, hein, c'est-à-dire que, en fait, quand on veut faire un bon produit avec une fermentation convenable, on est tenté de pousser un peu la fermentation pour faire un produit qui risque d'avoir probablement des médailles, mais aussi qui pourrait être déclassé dans le cas d'un contrôle par un jury officiel. Et on ne peut pas vraiment contester le résultat d'un jury quand ça arrive. Et c'est là que peut-être on va arriver à une étape un peu au-dessus. C'est dans comment faire pour arriver à contester ce genre de problème. Et ça, c'est une affaire de la filière sur laquelle on va peut-être commencer à travailler maintenant. Alors, donc, on ne va pas donner tout de suite des perspectives. Ce qu'il faut quand même voir, on va dire, pour se conforter dans le fait qu'on est dans une bonne démarche, c'est que ce règlement, dont je vous ai donné les références, il est fait en fait pour protéger une huile essentiellement par la raison que l'huile d'olive est une huile qui vaut plus cher que les autres huiles végétales. Et donc, avec le fruité noir, qui est quand même un produit qui, souvent, de plus en plus, un peu plus cher que les autres fruités, on est exactement dans cette situation. Donc, alors, bien que le règlement soit contraire, enfin, soit un peu, on va dire, nous empêche de faire du bon fruité noir, en fait, on est exactement dans l'objectif du règlement. Et donc, d'un point de vue de la défense du produit par la filière, eh bien, on peut, par là, être quand même conforté dans notre bonne démarche. Alors, je vais faire un peu d'historique pour savoir comment on en est arrivé là. Alors, je commence par donner la date des premières en chaîne continue. Alors, pourquoi on parle des chaînes continues? Parce qu'en fait, avant, dans la plupart des régions, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, toute la Provence globalement, avec les presses, on était un peu obligé de faire fermenter les olives, comme l'a dit la découture en 1783, quelques jours dans les greniers. Bon. Avec les chaînes continues,
on n'a plus besoin. Hein, c'était d'ailleurs à cette époque assez particulier, les observations. Alors, je n'étais pas tout à fait encore, mais on avait des remarques des gens qui comparaient le goût des huiles de presse. Donc, au début, on associait le fruité noir aux presses avec le goût des huiles de chêne continu à un goût de verdure et une amertume qui était rajouté par le matériel continu. Les gens ils disaient, ouais, ça donne un goût de verdure et ça donne de l'amertume et ça donne du piquant. Parce qu'on ne savait pas à l'époque que dans les huiles d'olive et dans les olives, normalement, il y avait un goût amer, un goût piquant et des goûts de verdure. Ça n'existait pas puisqu'on n'avait jamais vu. Et donc, en fait, ça disparaissait tout le temps au cours de la fermentation. Et c'est pour ça qu'à partir de l'apparition des chaînes continues, on a commencé à avoir donc des grosses différences entre plusieurs types d'huiles. Alors après, autre chose, en 1991, il y a eu ce règlement, le 2568, donc 1991, dans lequel, pour la première fois, il y a eu un chapitre destiné à définir qu'est-ce que c'était que le bon goût du produit. Alors, c'est extrêmement particulier puisque ça n'existe que pour l'huile d'olive. Il n'y a pas d'autres produits, pas d'autres produits alimentaires pour lesquels un règlement donne des limites en fait au goût. C'est le seul produit qui est réglementé de cette façon-là. Donc, à partir de là, ça a quand même commencé à donner des complications pour ceux qui voulaient conserver à l'époque. Alors, bon, il n'y avait pas encore tout à fait le terme fruité noir. Et donc, justement, c'est pour ça qu'à l'époque, bon, j'avais proposé ce terme-là, mais bon, c'était très compliqué quand même, hein, parce que beaucoup pensaient qu'il valait mieux mettre, par exemple, l'huile de presse, l'huile de pression, etc. Bon, ça a été heureusement suivi par, à l'époque, Daniel Morin, qui s'occupait du concours général agricole. Alors, on a commencé à faire des séparations au niveau du concours général agricole et faire plusieurs lignées, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une grosse, on va dire, un gros débat sur qu'est-ce que c'est qui était bon, qu'est-ce que c'est qui n'était pas bon. Hein, donc, il y avait ceux qui disaient que le fruité noir, c'était pas bon parce que c'était pourri, tout ça. Et évidemment, les autres qui disaient que ben, le fruité vert, c'était pas bon parce que c'était amer et c'était piquant. Je fais un peu d'historique rapide pour que, en fait, on soit tous globalement au même niveau par rapport à la compréhension de qu'est-ce que c'est que ce produit, qui correspond encore une fois exactement en fait à une sorte de, 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 de marque de qualité. Hein, en fait, même si ce n'est pas en soi une indication de provenance, c'est quand même quelque chose qui a une unité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne, comme l'a dit le professeur Fournier, une bonne confiance entre les différents producteurs sur le produit. Alors après, bon, 10 ans après, alors c'est pour ça que je parle maintenant par paquet de 10 ans, parce qu'en 93, ça a commencé à être séparé, mais il a fallu quand même une dizaine d'années pour que le terme fruité noir soit reconnu par la profession, avec la présidence de Raymond Bonfons. Alors, c'est là qu'on a mis donc en place ce type de présentation qui permettait de comprendre que le fruité noir, ce n'était pas quelque chose qui était après le fruité mûr. Il dépendait d'une fermentation, qui était une direction qu'on choisissait, qui était différente de laisser mûrir les olives sur l'arbre. Donc, au passage, justement, le fruité mûr, le fruité mûr très mûr, comme il est produit, par exemple, à Nyons ou dans les Alpes-Maritimes, ça explique pourquoi il n'y a pas de fruité noir dans ces régions. Parce qu'en particulier dans Nyons, on a une olive qui n'a pas besoin d'être fermentée pour être triturée, même dans des princes. Alors qu'avec, mettons, les olives récoltées en novembre, comme on l'a vu, dans la vallée des Baux, si on ne fait pas un peu fermenter, c'est quand même difficile avec des princes, hein, ça gicle un peu sur les côtés. Et surtout, avec la picholine. Alors ça, c'est dans le Gard. Bon. Voilà, donc on revient à 10 ans avec un rythme de 10 ans. En 2013, il y a eu quand même un gros branle-bas de combat avec des mouvements au niveau des services des fraudes sur l'interdiction d'utiliser le qualificatif noir avec le terme fruité sur l'étiquetage. Alors, ils n'ont pas dit qu'il ne fallait pas qu'on parle de fruité noir. Ils ont dit juste que, comme pour les autres termes, hein, c'est-à-dire fruité vert et fruité mûr, comme vous le savez, on n'a pas le droit de l'utiliser sur l'étiquetage si on n'a pas le bulletin d'analyse qui va avec, qui nous dit l'huile d'olive fruité vert. Donc, si vous avez ça, vous pouvez l'écrire sur l'étiquette pour le fruité vert. Pour le fruité noir, c'est encore plus difficile parce que le jury ne dira jamais ça, puisque le fruité noir n'est même pas dans les possibilités de résultat du jury. Donc, grosso modo, c'est interdit d'utiliser ce qualificatif.
Donc ça complique un peu les choses, parce que justement, pendant ces 10 ans, hein, il commençait à y avoir des gens qui le mettaient sur l'étiquette. C'était pratique pour les consommateurs. Bon, et puis en 2023, donc, bon, pendant toute cette période-là, la profession, comme c'était difficile, il y a quand même eu des attaques sur la nature du produit, outre l'étiquetage. La profession a mis en place des formations. Il y a eu une très bonne amélioration, à mon avis, de la qualité des produits du fruit et noir, ce qui renforce l'unité pour la défense du produit et l'unité en termes d'identité, de typicité. Hein, justement, la notion de typicité, ça permet de ne pas avoir affaire à cette notion de qualité, de se démarquer sans faire de comparaison, sans faire de comparaison de valeur, hein, simplement en termes d'identité. Et donc, là, on en est là, c'est-à-dire on a un produit qui a une bonne unité, on trouve de moins en moins de mauvais fruités noirs, on trouve de plus en plus une unité, les produits sont de... On a de moins en moins de produits qui arrivent à des acidités trop élevées, et de plus en plus, les producteurs, même des producteurs qui, a priori, savent faire du fruité noir, font quand même référence, se posent des questions sur le niveau de fermentation, sur les risques de moisissure, etc. Donc, on a quand même un produit qui est devenu, comme l'a dit Jean-Benoît, qui est maturé. Hein, c'est un jeu de mots. Donc, qui est mature, ouais, pardon. Qui est mature, c'est-à-dire qu'il est devenu un vrai produit, mais il reste encore donc des difficultés réglementaires sur lesquelles bon, on a peut-être. Hein, ouais, ben, de toute façon, là, maintenant, c'est éventuellement à toi de parler, si tu veux parler de. C'est juste que si on doit tenir. Non, non, mais ça, c'est fini. S'il va y avoir des questions dans la salle. Fini. Voilà, là, j'ai fait juste un peu l'historique, voilà, pour replacer en fait le produit à sa place. Alors, on peut éventuellement, si tu veux parler de cette notion donc, de défense hein, par la profession. Donc, voilà, on ne va pas entrer dans le détail parce que, comme l'a dit Jean-Benoît, on n'a pas trop de temps. Mais on est entré dans une phase où on est décidé à faire quelque chose pour arriver à légaliser en fait le fruité noir. Alors, quand même, pour bien le légaliser, il faut qu'en face, on ait quelque chose qui soit une unité, c'est-à-dire que tous les producteurs soient bien d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un bon fruité noir, pour bien être dans cette notion de typicité, même s'il y a 3 appellations qui en font, et puis après, il y en a qui sont hors appellation qui en font quand même. Mais dans ces 4 domaines, en fait, on a quand même une excellente unité. Et donc, voilà, je vais faire rapidement quelques rappels techniques, justement, pour qu'on soit bien d'accord et que tout le monde connaisse ces quelques conseils. Donc, je vais partir d'une mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2022, en fait, on a une acidité qui remontait, c'est-à-dire on avait une acidité qui avait beaucoup baissé. On était en dessous, en moyenne, là, la courbe bleue c'est la moyenne, en dessous du niveau de 0,8 qui est la limite. Bon, ça n'a rien à voir en fait avec le fruit noir, on s'en fout, mais c'est quand même une bonne indication. On était en moyenne en dessous de la valeur de 0,8 qui est la limite entre vierge extra et vierge en acidité. Donc, c'était très bon comme résultat, mais on a juste monté un peu ici. On est resté en dessous. Et puis là, sur la campagne de 2022, donc on est un peu remonté. Donc ça, c'est très embêtant parce qu'il y avait quand même des fruités noirs qui commençaient à s'approcher de la limite de 2. Alors, là, c'est les mêmes résultats, mais présentés d'une façon un peu différente. Donc, quelle est la proportion d'huiles qui ont une acidité inférieure à 0,8 sur laquelle on peut dire, en termes de fruités noirs, qu'elles ont une acidité qui est inférieure à la limite de la catégorie vierge, la limite vierge de la gesta. Donc, vous voyez, donc c'est la partie qui est donc en marron. Hein. Donc, avant, en 2014, on était au-dessus de la moitié, et puis après, on est passé en dessous de 50% pendant toutes ces années-là. Et on est remonté au-dessus de 50% juste en 2022. Bon, donc ça veut dire que c'est quand même pas tout cuit. Là, il ne faut pas lâcher donc, trop la bride là, sur le fruité noir. Continuer à bien surveiller les fermentations. Et voilà, je vous montre quelques photos. Hein. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Encore qu'il y en a qui aiment ça. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le moisi, donc je vous en mets une deuxième couche. Et puis une troisième couche. Pour montrer voilà, ce qui se passe quand on a un peu trop d'air dans les palox. Alors, un peu trop d'air dans les palox, donc on a fait des mesures de la quantité d'air dans les palox. Donc ça, c'est un palox qui correspond à peu près à celui dont on a vu les photos. Donc vous avez la température et l'oxygène.
Hein, et donc, vous avez l'oxygène qui est en haut, en bleu. Donc, vous voyez qu'il descend presque pas. Il descend un peu, puis il remonte, hein, puis il descend. Puis à la fin, il y a des zigzags, il y a des jours où il y en a, il n'y en a pas. Et la température, ben, qui monte, ça monte au haut. Et ça donne donc des fruités noirs avec des fortes acidités. Ça, c'est un palox mieux fermé, mais quand même pas tout à fait bien fermé. Hein, donc, vous avez la température qui monte. Vous avez l'oxygène qui diminue, qui diminue, qui diminue, mais qui n'arrive pas à zéro. Et puis, après, là, vous avez un palox bien fermé, donc là, avec un couvercle bien étanche. Et là, vous avez, en moins de 24 heures, en fait, la quantité d'oxygène qui tombe quasiment à zéro, et la température qui monte avec une belle courbe, mais qui ne monte pas trop haut. Et ça donne des fruités noirs un peu, on va dire, qu'on appelle des fois un peu technologiques. C'est-à-dire que pour des gens qui sont amateurs des fruités noirs à l'ancienne et qui préfèrent avec des olives un peu moisies, comme on a vu tout à l'heure, ben, c'est un drôle de goût, c'est un peu amer, tout ça. Mais à mon avis, c'est quand même un peu vers là qu'il faut aller si on veut défendre son produit. Hein, parce que, bon, un petit peu d'amertume, c'est quand même, dans un fruité noir, des fois un petit peu comme ça, quand on le goûte, un peu surprenant. Mais j'ai quand même fait beaucoup de tests en utilisant moi-même. En cuisine, il n'y a pas de problème. On peut avoir quand même des niveaux d'amertume assez élevés sans que ce soit gênant. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut aller un peu dans cette direction. Voilà, donc la règle numéro un, pas d'air. Hein, donc ça, c'était c'était au tout début, ça, quand on n'avait même pas le terme fruité noir, peut-être. Voilà, donc avec donc en modélisation en laboratoire, avec de l'air ou sans air. Donc vous voyez que pendant une dizaine de jours, bon, il y a des petites différences, mais après, ça explose. Et comme en fait, comme l'a dit Robert tout à l'heure, l'eau qui arrive, des fois, ben, on ne sait pas trop pendant combien de temps ils ont été stockés chez le producteur. Voilà, on peut très rapidement avoir des acidités qui montent beaucoup, beaucoup et qui posent un problème. Et alors, pour revenir sur ce qui s'est passé en 2022, on avait grosso modo deux facteurs. On avait une maturité plus précoce qui faisait que les olives, en fait, étaient déjà plus mûres et donc plus fragiles, en fait, en termes de fermentation. Et puis, il y avait donc des forts niveaux d'eau dans les olives, donc ce qui augmentait les risques de fermentation. Enfin, les risques de fermentation excessive. Voilà, donc rapidement sur les variétés, donc là ça va aller vite. Qu'est-ce que c'est qui donne les bons résultats actuellement? La Salonenque, la Gando, la Pichouine, surtout. Et puis après, occasionnellement, donc les résultats sont un peu moins sûrs, mais le Caillérou et le Caillon. Après, parmi les variétés moyennes locales, on a l'Arbequine à la Corénéiki qui donne d'excellents fruités noirs. Donc, bon, ça peut être aussi intéressant d'avoir donc des alliés parmi les producteurs en fruitières qui utilisent ces variétés. Des productions un peu atypiques, c'est justement celles qui sont faites et qui n'ont pas eu à faire du fruité noir, hein, la tanche, le caillotier et même le petit ribier qui ne fermentent pas trop facilement et qui donnent des produits qui ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas du tout dans le profil fruité noir. C'est plutôt des arômes de confiture, feuilles rouges, etc. Donc c'est intéressant, c'est bon, mais voilà, c'est peut-être même moins risqué hein, par rapport à la réglementation, mais on n'a pas l'unité du goût. Ce n'est pas vraiment le goût d'olive noire. Et des variétés déconseillées, donc la négrette, parce que ça, au niveau de la fermentation, ça produit des composés qui ne sont pas souhaitables. Le bouteillam, parce que c'est une moisie, à mon avis, il vaut mieux faire du fruité vert avec. Et l'olivière, parce que ça fermente très difficilement. On a du mal à arriver au bon endroit, en fait, en termes de fermentation. Ça, ou ça fermente trop ou pas assez. Enfin, bon, voilà. Et au niveau harmonie, donc ça, c'est un jugement un peu plus subjectif, c'est moins bon. Voilà, donc les variétés, très rapidement, à l'entrée du moulin, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des gros fruits, on a des gens qui apportent des olives d'un côté et de l'autre, des gros fruits d'arbres peu chargés pour certains producteurs, et puis un autre qui aura, lui, l'alternance inverse, qui aura des petits fruits sur des arbres très chargés. Les petits fruits d'arbres très chargés, fruités verts, je parle pour la même variété, hein, à variété égale, hein, mettons de la Pichouine ou de la Gando. Donc, des petits fruits fruités verts, parce que on a un fruité vert qui est vert plus longtemps dans la saison, et aussi, on a moins d'amertume, ce qui peut être intéressant pour faire des fruités verts à forte intensité et avoir moins d'amertume, ce qui peut être gênant pour certains amateurs. Et par contre, les gros fruits, ça fermente bien. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour le fruité noir, parce que les gros fruits d'arbres peu chargés, ils ont une très forte amertume, si on les fait un fruité vert. Hein. Mais justement, la fermentation, ça permet de baisser. Ce sont des fruits qui fermentent mieux. Et
en général, les années où on a beaucoup d'eau dans les olives, les petits fruits, c'est plus facile à triturer que les gros, parce que les gros, il y a beaucoup d'eau. Et là, justement, la fermentation, ça facilite la fermentation. La trituration, pardon. Voilà, donc juste deux dernières règles, hein. Récolter en début de saison plutôt qu'en fin, hein, quoi. Ça revient un peu sur le triangle que j'ai montré, c'est-à-dire il ne faut pas croire que le fruité noir c'est après le fruité mûr. Voilà, on a plus d'arômes, hein, comme pour le fruité vert et le fruité mûr, hein, si on fait triturer, si on fait la trituration tôt. Ça fermente mieux parce qu'on apporte les olives au moulin avec une température ambiante plus élevée, donc ben, ça part plus chaud. Et puis, en plus, on peut s'en servir du fruitier noir pour décaler, éventuellement, en termes de logistique de trituration, pour décaler des pointes d'apport. Ce qui permet, quand on est un peu limité dans le débit du moulin, de dire, bon, ben ça, on va faire du fruitier noir, comme ça, on le triturera si ça ne fermente pas trop, au bout de 15 jours, par exemple. Ben voilà, j'ai fini. Merci de votre attention.